Nous avons toutes les raisons de croire que la page registre d'appels mobile est loin d'être tournée. On sait que le ministre de tutelle le ministère de tutelle travaille plutôt pour améliorer la qualité de service. C'est ce qui a été annoncé hier par le service de communication. Au moins, il a été décidé de la levée temporaire de blocage des activations de forfaits pour les utilisateurs en défaut de paiement des frais RAM. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs, à ce dossier de la rédaction. Bienvenue, Alain Boma. Merci, Julie Sefoué. Pour en parler, nous recevons M. Kojo Ndoukouma. Il est professeur des universités. Il dispense le cours de droit numérique à l'université protestante au Congo et le cours de cybercriminalité à l'UNIKIN. Il est auteur de plusieurs ouvrages, je vais citer quelques-uns. Droit de l'économie numérique, droit de télécom et du numérique, dématérialisation et gouvernance électronique. Et il ne sera pas seul, il sera avec M. Cédric Minga, PDG de Génicel Technologies, ingénieur intégrateur du système pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Il est créateur de BissoChat. Un petit mot sur BissoChat, M. Minga. Ok. BissoChat, premièrement, c'est un réseau social 100% congolais. Parce qu'on veut montrer aussi à toute la face du monde entier que la RDC et le Congolais disposent de certains types d'intelligence, mais il est temps maintenant pour nous de pouvoir réveiller l'Afrique à travers nos créations. Donc BissoChat, c'est un réseau qui permet de réunir toutes les différentes personnes, de parler sur différentes actualités et d'être en train de devoir communiquer dans le monde entier. Monsieur Kojo Ndoukouma, l'économie numérique, c'est une filière en RDC. Oui, effectivement, vous savez que la numérisation popularisée ainsi que l'Internet ont amené la révolution numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le numérique a intégré les différents aspects de la vie humaine et on a une dématérialisation. Dans le domaine de la presse, vous-même vous le voyez, il y a la presse en ligne qui est là et même lorsque vous faites des contenus éditorialisés à la télé, il y a quand même un suivi sur YouTube et le reste. Et puis tout ce qui est aujourd'hui dématérialisation des procédures avec les demandes de visa et tout le reste. Et donc le numérique aujourd'hui, et même sur notre téléphone, parce que s'agissant du dossier RAM, vous avez les téléphones intelligents, les smartphones, qui ont une tarification par rapport aux autres téléphones 2G que SOB et Saïsaï appellent Moukokoli, qui ont également une autre forme de tarification. Voilà, c'est ça l'économie numérique. Bienvenue à voilà. Alors le grand absent, c'est le délégué du ministère de PT Antique. Jusqu'à la dernière seconde, on n'a pas réussi à attraper un seul parce qu'ils sont occupés. Voilà. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Alors, c'est vrai que les années antérieures, l'achat des téléphones mobiles n'était pas forcément conditionné par l'identification de l'utilisateur. Est-ce une tare qu'on est en train de rattraper à travers le RAM ou encore bien plus? C'est à vous, professeur. Oui, à l'époque, nous avions un problème de fracture numérique. Ça veut dire que la RDC, à l'an 2000, passe à 0, quelque chose de lignes téléphoniques par habitant. Donc on avait une densité de 1 téléphone pour plus de 1300 habitants. Ça, c'est la loi 4 de Télécom qui le dit. Et ensuite, nous avons eu la fin des années 80 avec l'arrivée des nouvelles sociétés de télécommunications, Télécel, Afritel à l'époque. Et puis les années 90, il y a eu Oasis, qu'on a appelé Tigo, qui a disparu. Et puis fin des années 90 toujours, 98, on a eu CWN, qui a signé un joint venture avec Vodacom International TLD. Et à partir de là, on a commencé à évoluer. Ça veut dire qu'aujourd'hui en RDC, nous avons à peu près 38 millions d'abonnés téléphoniques et à peu près 17 millions de personnes qui sont sur Internet. Et donc, en ce moment-là, on était en train juste de rattraper le taux de pénétration des technologies de l'information et de la communication. Et puis, en 2008, le 8 mars 2008, il y a eu la première, et il y aura une deuxième, ce sera tout, mais il y a eu une première tentative d'identifier les abonnés avec le général Kaloumé qui avait imposé que toutes les SIM vendues en République démocratique du Congo, il fut ministre de l'Intérieur, puissent être identifiées. Mais cela n'avait pas été fait jusqu'à ce que M. Kalev, et il faut citer les gens parce que ce sont des faits, en 2015, le 19 mai 2015, a réussi à faire signer un arrêté interministériel où tout le monde devait faire identifier ses abonnés.
mais c'était un coût important parce que finalement l'identification était préalable à l'accès au service. Beaucoup de gens étaient déconnectés. Ça, c'est la première expérience. Maintenant, la deuxième expérience qu'on appelle les KYC, donc Know Your Customer, KYC, a été tentée avec le CIR, donc la fameuse taxe RAM dont on parle. Le CIR, ça signifie Central Equipment Identity Register. Donc, c'est un registre central d'identification, pas des abonnés, mais des équipements. Alors, il y a deux types d'équipements qu'eux, ils ont identifiés. C'est les téléphones intelligents, les smartphones, pour $7. Et puis les téléphones 2G qui n'ont pas accès à Internet pour $1. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la base de données RAM dit que si nous identifions les équipements, en cas de vol, en cas de malfaçon ou de contrefaçon, nous allons prester un service. Mais on se rend compte que la finalité de cette identification ne rencontre pas les buts premiers, ni les slogans avancés. On reviendra sur la finalité. Monsieur Minga, on parle de registre d'appareils mobiles, mais on se rend compte que seuls les téléphones mobiles sont pris en compte. Pourquoi? Comme l'a dit notre estimé professeur, c'est que, premièrement, on parle de... En fait, le RAM, c'est par rapport à l'identification des équipements. Okay. On doit savoir quels sont les types d'équipements. Ça, c'est au niveau du ministère des PTNTIC. Là, vraiment, on leur concède cela. Pourquoi? Parce que vous voulez être en train de spécifier quels sont les équipements qui ont en RDC. Et par rapport à ça, c'est qu'eux se sont spécifiés sur les cellulaires. Okay. Avant même de poursuivre, est-ce que ça a un impact sur les vécus quotidiens de la population, le fait d'identifier les équipements? L'impact, c'est... Non, je ne pense même pas que ça ait réellement de l'impact. Pourquoi? Parce que ça, c'est par rapport aux services d'identification que le ministère doit être en train de faire concernant les équipements et autres. C'est à eux de faire. C'est comme quand on dit non, voilà, le paiement en fait, la taxe des télécoms et autres par rapport normalement à toutes les différentes, comment je vais dire, vous voyez, il y a les paiements des frais que les opérateurs sont en train de devoir payer pour la licence télécom. Okay. En quoi est-ce que ça vient déranger l'utilisateur? C'est-à-dire que c'est à l'opérateur de pouvoir faire des notifications dessus. Et par rapport maintenant à cette taxe RAM, par rapport aux équipements, ça normalement c'est entre le gouvernement et les fournisseurs de services et les sociétés fabricantes et aussi avec les différents revendeurs. Ce n'est pas nécessairement qu'ils vont venir commencer à déranger le dernier utilisateur qui est la population et tout ça. Donc. Parlons de la nature juridique du RAM, monsieur le professeur de droit numérique. Bon, il faut d'abord revenir à la loi 014/2002 du 16 octobre 2002 sur l'ARPTC, l'autorité des régulations de postes et télécommunications. L'article 21 précise que, de cette loi, précise les ressources propres de l'ARPTC. Et les ressources propres, il y a la taxe de numérotation. Et cette taxe de numérotation n'est pas spécifiée. C'est comme ça que l'ARPTC va faire une démarche auprès du Premier ministre. Parce que cette loi de 014, l'article 21, dit que les modalités de calcul des ressources propres de l'ARPTC sont fixées par un décret du président de la République. Là, on est en 2002. Et eux, ils trouvent l'équivalence d'aller vers le Premier ministre. Une première fois, c'est Oscar Manikunda, qui est allé vers le Premier ministre A.I. Koyagialo, c'était en 2012, pour obtenir un décret activant leurs ressources propres. Ensuite, c'est le 9 mars 2020, le 9 mars 2020, sous Ilukamba, le Premier ministre, que l'ARPTC obtient l'activation pour son compte d'une nouvelle ressource propre liée à la taxe de numérotation qu'ils ont appelée le CEIR ou le RAM. Donc maintenant, quand vous regardez, donc pour le moment, on est d'accord que c'est une ressource propre de l'ARPTC. Maintenant, quand vous regardez la nomenclature des taxes, ça veut dire que dans ce pays, à partir de l'article 174 de la Constitution, il ne peut y avoir d'impôt que, la Constitution n'a pas dit et de taxes, il ne peut y avoir d'impôt que par la loi. Alors, l'ordonnance loi numéro 18003 du 13 mars 2018 est celle qui fixe la liste exhaustive
Donc la liste complète des taxes qui peuvent être perçues dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et le RAM Et le RAM n'y est pas. Donc quand vous regardez la position tarifaire taxe de numérotation, à côté, donc même l'arrêté que le ministre a pris pour exécuter cette ordonnance-loi de 2018, vous voyez simplement à côté de taxe de numérotation, on a écrit attribution des blocs de numéros. Or, comme l'a dit le brillant ingénieur en face de moi, c'est une identification d'équipement. Donc pour le moment, la taxe RAM ne figure pas dans la nomenclature congolaise des taxes, mais elle revient maintenant en termes de nature à une ressource propre de la RPTC. Maintenant, d'autres questions vont se poser de manière subséquente. Est-ce que pour une des ressources propres d'une entité, d'un établissement public, on doit recourir à des privilèges du Trésor, recourir à des blocages des numéros et tout ça? Parce que ce n'est pas une taxe perçue par la DGRAD. Et où va l'argent? Bon, la question aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un montage qui a été fait. Il est connu de tout le monde. Ça veut dire qu'il y a une société prestataire. Je ne vais pas citer cette société de manière volontaire. Et puis, il y a l'autorité des régulations des postes et des télécommunications. Et puis, il y a les opérateurs. Et puis, il y a nous, les abonnés. Je pense que la vérité, de manière subtile, est sortie de la bouche de l'ingénieur, qui reviendra peut-être sur ça, c'est que normalement, les taxes, c'est les opérateurs qui les payent. Maintenant, quand vous partez collecter l'argent sur les abonnés pour une mission de service public qui est une mission de sécurité générale, de surveillance générale du secteur, mais ça pose énormément de problèmes. Et maintenant, les modalités avec lesquelles vous collectez ces taxes sont contraignantes et ces modalités pêchent contre les principes même de fonctionnement des services publics. Comment est-ce que vous pouvez empêcher l'accès à un service public, à un citoyen, pour une dette qui n'est pas une dette du Trésor public? Qu'on se le dise. La deuxième chose, vous demandez à ce que chaque année, cette taxe soit payée. Mais l'identification du téléphone, c'est une identification unique. Je n'achète pas de téléphone autant d'années qu'il y a. Si on m'a identifié une seule fois dans la base de données, ce n'est pas une SIM qu'on identifie, c'est un téléphone. Et je vais commencer à payer ces taxes durant toute ma vie. Pourquoi? Parce que l'appareil, l'équipement a une durée de vie. En anglais, on parle de lifespan. Donc, un smartphone, c'est 3 ans, maximum 5 ans. Donc, vous devez attendre le cycle de vie de l'appareil que vous identifiez. Un autre élément, c'est que comment pouvez-vous transformer les crédits de communication, qui sont un prix payé pour un service, en monnaie libératoire, écoutez-moi, d'une taxe, entre guillemets. Parce que quand moi je paye pour un service, l'argent quitte mon patrimoine et va dans le patrimoine de l'entreprise qui me sert de réseau. Alors, par quel mécanisme juridique, même les règles de la Banque centrale du Congo sont contre cela, vous transformez le prix d'un service en argent pouvant nouer ou dénouer une transaction? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas dans la saisissabilité des comptes M-Pesa, Tigo Cash ou Orange? Pourquoi ils le font avec les de communication? C'est comme quelqu'un qui irait à une station de service pour acheter du carburant, il verse l'argent et le pompiste lui dit finalement « je ne peux pas te donner du carburant parce que tu n'as pas payé la SONAS ». Mais c'est un contresens complet dans tous les principes du droit qu'on peut connaître. Ça peut énerver les amis parce qu'on a une position X dans une société où on a un intérêt, mais quand même, l'état de droit, c'est fait qu'on doit respecter les principes de droit qui est le rempart commun de tout le monde. Et finalement, on a décidé de lever cette mesure de façon temporaire, c'est-à-dire que les utilisateurs en défaut de paiement peuvent accéder à tous les services activer les forfaits, temporairement, si je comprends bien. Oui, il y a une note circulaire qui est en train de devoir demander cet arrêt. Il y a certains messages que nous avons reçus de certains opérateurs. Il y a même eu un point de presse ce mardi sur la question. Mais maintenant, sa mise en applicabilité n'est pas effective. Pourquoi? Parce que jusqu'au moment où je vous parle, moi, je suis victime de toujours être en train de devoir perdre ces unités sur cela. C'est quoi? C'est que premièrement ici, même s'il y a eu la cessation de ce service, parce que premièrement, il n'y a pas de raison d'être. De un d'abord, on a la question d'abord monopole. Pourquoi? Parce qu'il s'agit premièrement d'une constitution d'une société privée et commerciale entre le ministère de BT Intic
et une société X qui se mettent à créer. Pourquoi? Parce que la loi sur les télécoms, la nouvelle loi sur les télécoms dit ceci. La loi propose des différents principes qui sont l'économie libérale et la fin du monopole. Elle réaffirme la liberté d'exercer des activités de télécommunication et d'éthique tout en mettant fin au monopole. Le désengagement de l'État du secteur marchand. Donc l'État n'est plus l'acteur unique du secteur et se retire des activités commerciales au profit des opérateurs privés ou d'économie. Et il y a encore donc, la protection accrue des droits des libertés garanties par la Constitution sur les différents utilisateurs. C'est quoi ici? C'est que ce que je voulais expliquer, c'est quoi par rapport au monopole? À un moment, le gouvernement a décidé que l'État ne peut pas être lui-même acteur et lui-même aussi demandeur des taxes et autres. C'est-à-dire que l'État s'est désengagé de tout ça. Voilà pourquoi pour le RAM, on a créé une société. Il y a une société qui est en train de gérer le RAM. C'est-à-dire que tout l'argent qui est en train d'être arraché, d'être volé auprès de tous les différents utilisateurs est en train d'aller dans des poches. Donc, ça ne va pas dans le trésor public. Ça ne va pas dans le trésor public parce que le ministère des Finances ne nous a rien transmis. Avez-vous un numéro où les paiements sont en train de se faire au niveau du ministère des Finances? Est-ce que le ministère de l'Économie a réglementé cela parce qu'ils sont en train de faire la réglementation de prix de pétrole, de carburant de par-ci, par-là? Est-ce qu'ils ont réglementé par rapport au RAM? Non. C'est peut-être le travail qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont promis l'amélioration du service. Oui, l'amélioration du service. Quand le ministère des Finances avec le ministère de l'Économie pourront être en train de devoir dire non, voilà, nous promulguons ou bien nous validons cela, c'est là maintenant que les autres peuvent avoir des raisons. Mais pour l'instant maintenant, cet argent va dans une caisse qui appartient à une société. Et maintenant, la fin du monopole, c'est quoi? C'est qu'on a le problème de la SNEL. La SNEL avait un monopole. Mais pourquoi aujourd'hui on voit des centrales nucléaires qui sont en train de se faire avec des privés? Pourquoi? Parce que l'État a transformé cette société, qui était une société publique, en société commerciale pour mettre la concurrence. Et dans la même loi, on parle de la concurrence, c'est-à-dire que l'État peut se mettre à s'unir avec une autre société pour être en train de créer une autre, mais pas pour être en train de créer un monopole. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit la fois passée, c'est que je peux être là, j'ai dit, je crée mon service Ramsès, qui a les mêmes prérogatives que le RAM. Je le prends, je le mets aussi sur le marché. Mais quand maintenant je viens, je trouve qui est mon concurrent, c'est l'État congolais. Pourtant, il doit être neutre, il doit être cela, et l'État congolais directement me met déjà des crocs en jambes. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, j'ai Génicel, je viens, j'impose des technologies aux différentes personnes pour être en train de devoir suivre. Non, ça ne peut pas être fait comme ça. Deuxièmement aussi, c'est quoi? C'est que, à part la création frauduleuse déjà à cet effet, nous avons maintenant les liaisons avec les opérateurs. C'est-à-dire que les accords que nous avons eus aussi avec les opérateurs ne sont pas des types d'accords où nous avons retrouvé les éléments par rapport au RAM. L'opérateur, dans son contrat d'utilisateur qui nous a fait signer, n'a pas eu à mettre à jour cela. Parce qu'il faut d'abord mettre à jour les nouvelles options, soumettre à l'utilisateur qui est l'abonné. Soumettre à l'utilisateur. Et après la soumission maintenant, c'est quand moi je peux dire si oui ou non je participe à cela. Mais concernant maintenant les vols des différents téléphones, on veut voler, on veut dire non, voilà, il y a la traçabilité des différents téléphones. Ce n'est pas au ministère de PTNTIC de faire. Le ministère de PTNTIC ou bien l'RPTC donne des réglementations, donne des orientations aux services habilités. Et en fonction de ça, c'est au ministère de l'Intérieur, comme l'a dit le professeur, au ministère de l'Intérieur, avec ses services, il y a l'ANER, il y a la police judiciaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre ton information, cette information est contenue au niveau du ministère de PTNTIC, ça n'existe jamais. Parce que l'information sur l'habitant est très sensible et cela, normalement, pour que moi je puisse demander des informations sur toi, je dois passer par l'État, par le ministère de la Justice d'abord, qui va maintenant demander avec une requête au ministère de l'Intérieur à travers les différents services de police judiciaire et tout ça, pour être en train de devoir faire cela. C'est-à-dire qu'avec l'opérateur, ça déjà, premièrement, c'est escroquerie, c'est du vol normalement. Ce vol en réalité, parce que je me réveille là, j'ai mes activités que je suis en train de faire directement, je ne sais quoi faire. Pourquoi? Parce qu'on a pris, on m'a arraché mes crédits que j'ai,
Pourtant, moi et Vodacom, moi et Orange ou bien tout autre différents réseaux, je n'ai pas d'accord par rapport à ça. Mais l'ironie du sort, c'est que quand même, non seulement on prend des unités chez les individus alors que leurs téléphones sont bien verrouillés et codés, mais on transgresse quand même, on arrive, on leur prend ce qu'il faut prendre, mais aussi qu'à l'inverse, quelque part, on accuse aussi certains opérateurs de quelques malversations. Comment ça se ferait? Ça se fait dans quel sens? Ici, normalement, c'est une association, ok, des diverses personnes ayant créé des diverses sociétés pour être en train de devoir extorquer la population parce qu'il est impossible qu'aujourd'hui, un opérateur vienne vous dire non, voilà, vous ne savez plus être en train de faire des appels parce qu'on vous coupe. C'est-à-dire que là, ça devient maintenant obligatoire. Et ça, maintenant, c'est un crime. Parce qu'il faut d'abord, non seulement, même si la cessation a été faite par rapport au service RAM, il faut rembourser toutes ces différentes personnes, non seulement rembourser et indemniser aussi les personnes. Ça, on n'a pas annoncé. Bien avant d'arriver là-bas, Julie Sefou, professeur Kodjo, est-ce qu'on ne faudrait pas que le gouvernement vise un objectif, un très bon objectif pour les étudiants, surtout avec la gratuité du Wi-Fi? Vous savez, vous êtes professeur d'ailleurs à l'UNIKIN. Et puis c'est fini avec ça facilite vos étudiants pour des recherches. Oui. Je remercie le prof Kienge Kienge qui a accepté que j'enseigne en master de criminologie là-bas sur la colline inspirée. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'une taxe n'est pas un impôt parce qu'une taxe oblige à une contrepartie des services. Et il ne faut pas faire un détournement de services publics. Si vous avez levé, entre guillemets, parce que je ne dis pas que c'est une taxe, je l'ai démontré, ce sont les ressources propres de la RPTC, si vous levez une taxe pour dire je lutte contre la malfaçon, je lutte contre le vol des téléphones, je lutte contre la non-traçabilité des technologies grises. Mais comment vous prenez ces taxes et maintenant vous allez investir dans la diffusion technologique des Wi-Fi en donnant aux gens l'accès gratuit? Est-ce que c'était ça la finalité de la taxe? Est-ce que ce n'est pas un cache-sexe? Parce que en réalité, quand vous lisez les articles 39 et 40 de la loi 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications, donc la loi cadre, le ministre des PTNTIC, ce n'est pas aller lever la taxe RAM, il doit prendre un arrêté mettant en place le fonds de service universel. Et la RPTC, ce n'est pas son rôle d'aller pouvoir servir de bas écran à une société privée, mais de pouvoir gérer le fonds des services universels. C'est le fonds de service universel qui est d'ailleurs payé par les opérateurs jusqu'à aujourd'hui à raison de 3% de leur chiffre d'affaires annuel. Et c'est ce fonds de service universel non activé malheureusement par ceux qui devraient l'activer mais qui font autre chose, qui devrait servir à donner des accès gratuits à des lignes téléphoniques pour des personnes qui n'ont pas les moyens, pour les personnes handicapées, les sourds, les malentendants, et aussi pouvoir donner comme ça des accès Wi-Fi, soit à des aéroports, soit à des parcs publics, soit à des universités. Alors, moi, j'interviens ici en tant que professeur scientifique, mais on se pose la question, est-ce que ces détournements de services publics, donc ces détournements de mission de service public, parce que, je le justifie, vous prenez une taxe pour la traçabilité et la lutte contre la malfaçon, et vous allez faire du Wi-Fi. Est-ce que ce n'est pas à des fins simplement populistes pour pouvoir calmer la population? Parce que notez que le service des téléphones est un service très stratégique et même sécuritaire. Parce que, comme le dit Jacques Chevalier, c'est l'un des services à fonction collective importante. Et il y a une enquête d'une maison qui s'appelle Target, de Serge Mumbu, qui démontre qu'à part le savon, que tout Congolais dans les grands centres urbains touche, ou l'eau que tout le monde touche dans le village, la deuxième chose que les Congolais touchent le plus, c'est le téléphone. Et on touche d'ailleurs plus le téléphone que le savon. Et donc, l'ami fidèle, c'est l'ami fidèle qui vous suit partout. Même quand vous devez vous laver, ça vous suit. Et donc, on se rend bien compte que c'est vraiment un service névralgique dans le sens où, quand on touche au téléphone des gens, quand on touche aux valeurs qui sont sur les téléphones, on touche les gens dans leur intimité et dans leur vie quotidienne. Et c'est ce ressentiment-là que la population a eu vis-à-vis de l'autorité publique. Et on est content que le président de la République, comme je l'ai toujours dit, qui a une volonté de qualité,
et qui a le sens humain de la pondération et de la considération sociale, ait constaté que c'est quand même une taxe, entre guillemets, qui pose problème. Et le Conseil des ministres, ça nous a été relayé par des sources ouvertes de la presse, et le Conseil des ministres a dit il faut suspendre cela parce que vous ne pouvez pas empêcher. Imaginez les chefs d'entreprise, vous voulez un meilleur climat des affaires, vous voulez une chaîne de commandement qui marche bien dans les services, qui lutte contre, je ne sais pas moi, les ADF et tout ça. Mais celui qui utilise le téléphone dans la chaîne de commandement est aussi abonné téléphonique. Il ne sait plus appeler, il ne sait plus rien recevoir. Vous faites plus de mal à qui ? À vous-même, ou vous faites plus de mal au pays? Et il faut également voir l'équilibre d'intérêt. Est-ce que pour un PPP, on peut dire ça, partenariat public-privé, dont nous n'avons même pas vu les appels d'offres, hein, parce que quand on fait les calculs, vous prenez 7 $ par 10 millions d'abonnés qui ont le smartphone, vous êtes à 70 millions de $. Ça fait un gros montant, derrière lequel il y a une société privée. Donc normalement, les lois de marché public qui marchent de pair avec la loi de 2018 sur les PPP auraient demandé qu'on lance un appel d'offres parce que c'est une prestation de service et ce n'est pas une mission de l'État. Qu'il y ait une personne comme l'ingénieur Miga qui sait faire aussi le travail, qui puisse compétir avec la société qui est derrière. Donc il faut que quelque part demain, en termes de redevabilité citoyenne, qu'il y ait également un regard là-dessus. Et puis vous prenez comme ça le pouvoir d'achat des gens. Je signale, c'est qu'on appelle le ARPU, le Average Revenue Per User. Donc c'est le revenu moyen par utilisateur. Il n'est que de 3 $. Ça veut dire qu'il y a des gens, c'est vrai au Congo, qui peuvent dépenser 100 $ par mois pour leur crédit, mais il y a des personnes également qui sont simplement des récepteurs, qui n'achètent pas des crédits durant 2 mois. Qui ne reçoivent que les appels. Qui ne reçoivent que des appels. Un bon gardien de but. Alors, ce qui se passe, c'est que le revenu moyen d'un utilisateur, donc le budget que chaque utilisateur met pour son téléphone chaque mois au Congo, est de 3 $ ou 3,5 $ maximum. Il doit payer 7. Et maintenant, il doit payer 7 $. Ça veut dire qu'une fois que vous chargez un crédit de 2 $, c'est qu'on fait d'abord, on vous empêche d'accéder à ces 2 $ et d'accéder à ce service. Vous devez attendre 48 heures pour qu'on débite 1,7 et on vous laisse 30 centimes avec lequel vous activez quel crédit. Donc, je pense que dans la lettre, il y a eu une lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux du président de la RPTC disant qu'il ordonnait à cette société-là, que je ne vais pas citer, la suspension de la mesure de recouvrement en attendant qu'on puisse mener des réflexions. Mais je le dis, même dans l'armée, la règle précède l'action. Tout le mal qui a déjà été fait, va-t-on rembourser aux gens leur argent? Va-t-on ramener en arrière? J'ai été quand même directeur dans les services des télécommunications. Les services des télécommunications sont tels que si vous n'avez jamais passé cet appel en ce moment X, Y, Z, vous ne passerez plus jamais cet appel. Donc c'est comme ça qu'on parle du airtime, on parle du crédit de communication. Est-ce que vous allez réparer le préjudice que vous avez causé à tout le monde? Parce que simplement, il vous a manqué le temps nécessaire de la réflexion avec le piège de l'urgence pour que vous puissiez mettre en place un mécanisme assez rébarbatif de collecte d'une ressource propre d'un service de l'État. Monsieur Minga, la suspension du recouvrement forcé ne vous arrange pas? Vous voulez qu'on ne parle plus de RAM. Mais comment on va alors identifier les appareils? Ok, nous voulons qu'on ne parle plus de RAM, pas de la manière dont elle est dite. Le RAM et la société qui l'a créé ont le libre choix en tant que société commerciale de pouvoir compétir sur le marché ou bien sur le terrain. Alors, à ce terme-là, c'est quoi? C'est qu'ils ont le droit de créer une solution. Et cette solution, bien sûr, en collaboration avec le ministère de PTNTIC, peuvent être en train de mettre cela sur le marché. Maintenant, ce que nous ne sommes pas en train de vouloir, c'est le fait que cela devient une obligation. Pourquoi? Parce que la loi interdit le monopole à l'État congolais. Ce qui devient une obligation, parce que moi, normalement, il faut qu'on me pose la question si j'ai besoin de ce service ou pas. Si je n'ai pas besoin que mon téléphone soit tracé. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir des appels. Il y a des numéros qui, quand on vous appelle comme ça, c'est un numéro non identifié. C'est-à-dire que ça appartient à moi qui suis abonné, à moi qui suis utilisateur, de dire non, si je veux ou pas que mon numéro soit connu, si je veux ou pas que ma position soit connue. C'est ma vie privée. Et là, il y a atteinte à la vie privée
Parce que déjà, quand on veut faire l'identification, la géolocalisation, pourquoi à quoi ça va devoir servir cette géolocalisation? Mais les services de sécurité auront besoin, c'est aussi pour la sécurité des abonnés. Non? Pour la sécurité, il y a des services habilités. La police judiciaire est là, la police est là. Il y a aussi les services de renseignement qui est l'ANER, qui est normalement le service le plus habilité pour être en train de devoir faire ce genre d'opération. Ce n'est pas au ministère de PTNTIC de pouvoir venir auprès des utilisateurs. D'où cette taxe normalement, ou bien ce service normalement, moi, même la suspension, moi je suis contre cette suspension. Je veux que d'abord, il soit premièrement arrêté. Pourquoi? Parce que avant de faire quelque chose, il faut passer par un concept. Nous, dans le monde informatique, c'est-à-dire que nous faisons d'abord un modèle conceptuel de l'idée, et ça part maintenant de la conception, de l'idée, de la création, pour maintenant aller à la matérialisation. Mais maintenant, quand vous voulez aller à la matérialisation, je prends l'exemple, il y a certains types de solutions pour lesquelles ça fait 10 ans, 15 ans qu'on n'a pas encore eu à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on est en train de devoir analyser chaque étape et on est en train de faire normalement ce qu'on appelle le bêta-testing. Le bêta-testing, c'est quoi? C'est que c'est une démonstration que je peux faire sur un système avant de pouvoir le lancer. Et cela maintenant, c'est quoi? C'est qu'eux maintenant auraient fait une simulation de leur système pour voir si oui ou non les gens seront impressionnés par ça. Mais peut-être que la simulation, c'est ce qui venait d'être fait, et puis peut-être oui, mais que il faut ça a informer heurté aux les gens susceptibilités. qu'ici, il s'agit d'une période de bêta-testing où, quand nous sommes en train de devoir retirer votre argent et autres, cet argent va rentrer. Pourquoi? Parce que ça n'a pas encore eu à démarrer sur le point. Alors, cette base de données que veut gérer ou réguler l'État, dans cette base de données, justement, il y a nos vies, il y a nos sonnants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même si dans un premier temps, c'est, comment on dit, c'est crypté, et qu'après, bon, on pourrait y accéder, rebobiner, et puis nous dire de quoi il était question. Mais est-ce qu'on est finalement dans l'espionnage dans ce contexte-ci, parce qu'on retrace justement ce que nous faisons, et c'est nous en plus qui payons. Ça va être quoi la finalité? Qu'on ne dit peut-être pas. Oui, la finalité normalement sera très désastreuse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ici, l'institution qui doit être en train de gérer la vie privée des gens, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas l'État. Okay, il y a des services habilités. Et suite à cela maintenant, si l'État est en train de s'ingérer dans ces services-là, là, il y a espionnage. Les opérateurs auront maintenant des accès, même les opérateurs tels qu'ils sont. Ils ont nos différentes fiches d'enregistrement et autres, mais ils ont signé un contrat, un protocole de confidentialité qui les empêche de pouvoir divulguer certaines informations. Et là, directement, ils prennent les informations, ils vont avec au service de renseignement. C'est le service de renseignement qui peut, sous demande du parquet, être en train de devoir soumettre une information. C'est de la même manière comme en médecine aussi. Parce qu'on ne peut pas dire, non, voilà le médecin parce qu'il est en train de devoir te soigner, parce que tu es son beau-frère. Non, voilà, tel est venu, il est atteint du sida et autres. Non, il y a normalement un respect sur les différentes autres normes. D'où il n'est pas demandé à tout service de se lever pour dire, non, voilà, je vais être en train de faire les identifications ou bien de pouvoir faire la géolocalisation de tous les différents systèmes qui sont. Par rapport à leurs motifs, parce qu'aujourd'hui, même les éléments par rapport au contrôle d'équipement, ce n'est pas réellement ça. On commence maintenant à devoir prendre des éléments pour dire non, voilà, il y a l'Internet qui va être mise dans les universités, la création des usines et autres. Bon, maintenant, par rapport même à la création des usines, le projet de port en eau profonde de Banana, on a vu une maquette par rapport à ça. L'aéroport, le nouvel aérogare de l'aéroport de Njili, on a vu une maquette avant. Même pour le marché Zando, sous lequel le chef de l'État est allé même sur place. On parle de 180 000 €, là c'est un autre dossier. Oui, et par rapport à ça, c'est quoi? C'est que nous avons quand même vu une maquette, une présentation. Mais est-ce que ceux qui sont propriétaires de cette société mettant en place le RAM, ont-ils même présenté une maquette de l'usine de smartphones? Et même par rapport à cela, est-ce que c'est à nous de pouvoir dire non, voilà, nous venons vivre pour des gens. Nous ne vivons pas pour des gens de sorte que je vienne, normalement, j'ai dit non, voilà, moi je suis là dans un village, je commence à mettre de l'argent pour telle personne, mais j'ai aussi mes enfants peut-être qui doivent étudier, j'ai aussi des personnes qui ont besoin des ressources, mais pourquoi est-ce que je vais devoir payer pour ça? Donc tout ça fait que la solution RAM, normalement, de part et d'autre, n'a pas de raison d'être. Ce n'est pas non plus une urgence et ce n'est pas un service pour lequel on doit être en train de devoir obliger les gens. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent être en train de devoir retravailler dessus pour qu'à la fin,
on puisse donner ce service à une solution, en fait, à une institution assez habilitée. Mais en passant un mot quand même par rapport à l'Internet, parce que les chiffres sont criants, n'est-ce pas? Mais il semble que pour placer Internet, pour connecter une université, par exemple, le montant n'est pas aussi colossal, n'est-ce pas? Il y a déjà une différence, premièrement, entre, comment je vais dire, entre un institut supérieur et une université. OK? Mais une place publique aussi. Hein. Oui. Déjà maintenant, c'est quoi? C'est que quand on vient vous donner des licences, OK, ou bien une autorisation pour ouvrir votre institut supérieur ou université, s'il manque une bibliothèque, en tout cas, vous n'aurez pas cela. Bibliothèque Ça pas peut virtuelle, être une... dure. Oui, en fait, ça d'abord, premièrement, les bibliothèques physiques. Ok. S'il n'y a pas de bibliothèque, à quoi ça servirait? Parce que les étudiants seront renforcés comment? Mais ils auront Internet, il semble que ça. Non, gratuit, mais- maintenant, Internet gratuit, maintenant, c'est quoi? C'est que, à défaut d'avoir une bibliothèque physique, nous utilisons Internet. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle migration de la bibliothèque physique qui nous permet maintenant d'avoir beaucoup de différents types d'accès. Et Même ça si elle nous ne donne empêche... pas tout ce qu'il y a en dur. De manière écologique aussi. De manière écologique, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je peux être en train de lire le professeur à travers ses ouvrages sans pour autant les avoir physiquement. Parce qu'on est en train d'utiliser le téléphone qui devient notre ami fidèle. À tout moment, nous sommes avec lui. Je veux une information directement. J'étais en train de lire une ébauche sur la loi des télécoms sur mon téléphone. Je n'ai pas eu besoin d'avoir plusieurs livres de par-ci, par-là, ici. C'est pour dire que cette bibliothèque numérique, elle est importante. Maintenant, le fait qu'on puisse être en train de mettre ça dans les différentes universités, c'est au ministère de PTNTIC de dire et de donner les règles et les normes à suivre aux universités. Parce qu'aujourd'hui, si Internet s'abîme, qui va commencer à payer? La maintenance et tout l'ensemble là, qui va être en train de faire ça? Aujourd'hui, même par rapport à la connexion, même Internet, elle est réellement très défectueuse aussi. Pourquoi? Parce que même à travers cela, les normes n'ont pas été suivies. Pour être en train de placer l'Internet public et autres, les normes n'ont pas été suivies. Aujourd'hui, les étudiants sont déjà en train de se plaindre, juste à peine que ça a été mis en place. Ils sont en train de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'on on a juste couvert cela pour vite donner une raison aux RAM. Pourtant, normalement, ça, ce n'est pas un travail qu'eux devraient faire. Eux donnent les normes. Ils donnent les solutions à devoir réguler. Et après ça, maintenant, c'est les institutions qui vont devoir suivre. Mais par rapport à ça, c'est que sur cet aspect des choses, une fois de plus, il y a encore des faillances. Combien faut-il au minimum pour Internet dans une université, un institut supérieur et sur une place publique? Bon, déjà, à travers ça, nous, quand nous avions fait des différents types d'installations par rapport à nos hotspots que nous sommes en train de devoir mettre, même par rapport à certains services qui sont en train d'être mis en place et tout ça, pour placer un hotspot dans une université, avec les nouvelles technologies qui arrivent, sincèrement, on est normalement à moins de $1 000 en équipement. En équipement, moins de $1 000. Oui, on est à moins de $1 000 en équipement. Pour Parce que maintenant, la superficie de l'Unikin, tout ça. même selon la superficie de l'Unikin. OK, même selon la superficie de l'Unikin. Pourquoi? Premièrement, parce que l'État congolais ne serait pas en train de payer Internet. OK? Parce que l'Internet qu'on a eu à mettre là, on ne serait pas en train de payer Internet. Parce que quand vous avez 1 méga, 2 mégas ou autre, vous serez en train de devoir payer chez l'opérateur. Mais maintenant, l'État lui-même a une source où il est en train de devoir puiser. Ces connexions qui sont à l'Unikin, ce n'est même pas la fibre optique. Pourtant, l'État est propriétaire de cette C'est fibre. quoi? C'est une connexion qui est prise auprès d'un opérateur autre. Et en fonction de ça, c'est quoi? C'est que sur ce, il y a déjà tout l'argent par rapport à Internet. On enlève d'abord les frais de paiement Internet mensuel, qu'il n'y aura plus. Deuxièmement, les équipements qui doivent être achetés, ce ne sont pas des équipements où on met vraiment des gros BTS et tout ça, non. C'est des équipements pour lesquels on met un équipement qui fait, normalement, qui peut prendre en vol d'oiseau 45 km, même 120 km. Moi, j'ai déjà connecté une antenne ici, une antenne en ville. Je connecte cette antenne jusqu'à l'aéroport, juste une seule antenne, hein. Je la connecte juste à l'aéroport. Et cette antenne coûtait à l'époque combien? C'était une affaire de $550. Mais cette antenne, je la connecte de la ville en pointe ou pointe jusqu'à l'aéroport en vol d'oiseau. Ça me fait à peu près une affaire de 120 km et c'est en train de devoir me transmettre certains autres signaux. Et quand c'est maintenant une antenne qui fait du omnidirectionnel comme ce qu'on a placé là, ces antennes normalement peuvent être en train de devoir se vendre déjà à très bon prix parce qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup d'utilisateurs et les prix normalement ont aussi diminué. D'où par université, normalement, je vois mal comment est-ce qu'on peut être en train de devoir dépenser même plus
de 1 000 $ pour être en train de placer des différents équipements. Là, vous mettez aussi les frais connexes ou comment? Les frais connexes... Parce qu'à part l'antenne, il y a beaucoup de activités qui vont rôder autour. Bon, par rapport à tout ça, ok, il y a l'antenne, il y a des différentes autres activités et tout ça, on ne refuse pas. Mais à travers cela, c'est que ça peut peut-être aller largement, peut-être jusqu'à 1 500. Mais sincèrement, normalement, on est dans la moyenne de 1 000. Oui, vous avez payé à travers le RAM. Bon, ok, ça va. Aujourd'hui, tout le monde a payé à travers le RAM. Est-ce qu'on a lutté contre la contrefaçon? Non, parce que déjà aussi, par rapport Il faut aux d'abord appareils- qu'on prenne aussi l'argent chez les détenteurs de la contrefaçon. Mais vous prenez déjà la TVA. Ça fait 20% Alors, des téléphones en comment circulation. résoudre ce problème? Parce qu'il y a beaucoup de téléphones contrefaits ici en République démocratique, qui entrent en République démocratique. Comment mettre un terme à tout ça? Bon, Si ça- ce n'est pas par Non, travers le RAM. ça sera très difficile, c'est un problème général d'approvisionnement. La plupart des téléphones que nous avons ici sont des second hand. Au début, le code Donc, seconde main. des secondes mains. Au début, le code des investissements pour les différentes... Moi, j'ai travaillé pour une boîte, je parle pour elle, la boîte. Le code des investissements avait permis, lors des lancements des réseaux, de pouvoir exonérer à peu près 200 000 à 300 000 téléphones. Parce que le téléphone fait partie du réseau. C'est le terminal. Tout ce qui manque, c'est le fil de connexion. Et donc, le ministère du Plan, à l'époque, pour qu'il y ait le réseau qui démarre avec des abonnés qui ont des téléphones, avait exonéré à peu près 300 000 téléphones. Mais aujourd'hui, on n'a pas exonéré les téléphones des droits des douanes. Ça pose énormément de problèmes parce que on peut accepter qu'il y ait des téléphones qui entrent sans droit de douane pour que tout le monde puisse en avoir. Nous avons quand même 38 millions d'abonnés, mais on a un gap d'à peu près 11 millions d'abonnés qui n'ont pas des téléphones, des smartphones. Donc l'État peut se dire dans sa logique, on facilite l'accès des téléphones et on récupère à la consommation avec l'augmentation des personnes qui vont pouvoir utiliser. Mais nous avons également des téléphones qui viennent d'Asie, qui ne sont pas des téléphones dans les normes, il faut le dire. Et maintenant, si RAM devait s'occuper de la contrefaçon, ce sont ces téléphones-là que RAM devait bloquer. Mais vous avez également l'inutilité de RAM pour tout ce qui est téléphone Apple. Tout ce qui est CEIR de Apple est géré par Apple dans sa maison mère qui est à San Francisco en Californie. Donc il y a toute une série de problèmes. Mais vrai que je dis, il ne faut pas régler les problèmes en créant d'autres. J'enseigne l'intelligence économique dans un institut à habilitation française où tout ce que l'ingénieur dit devrait être pris en compte par des services beaucoup plus importants. Vous vous rendez compte que les données de connexion, les données d'identification, les données de navigation et les informations nominatives sont gérées par une société privée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez l'article 31 de la Constitution qui dit que la vie privée est protégée même par les voies des télécommunications. Quel est l'accord de confidentialité que cette société a signé pour que les données des Congolais ne puissent pas aller en dehors de ce pays? Si vous avez votre numéro de téléphone, je donne un exemple concret. Le FBI a géré plus de millions de UDID. UDID, c'est Unique Device Identifier. Tout ce qui était iPad de Apple, quand c'est sorti, tout ce qu'on appelle la RAM, CEIR, était entre les mains du FBI. Au point où, dès qu'il y avait un problème de criminalité, partout dans le monde, c'est une identification non pas avec une SIM. J'enlève une SIM de Tigo, j'entre dans le téléphone, mais c'est le téléphone. Où que vous utilisiez ce téléphone dans le monde, s'il y a quelqu'un qui a déjà enregistré votre email, vous êtes traçable partout. Au point où on a eu des cas en Afrique ici, où des gens ont récupéré des téléphones dans les poubelles par leurs frères, qui les ont amenés ici, mais c'était des téléphones utilisés par des terroristes pour pouvoir faire certaines choses et ils ont jeté dans la poubelle. Et il y a eu des services étrangers qui sont venus chercher ces téléphones ici, en Afrique, parce que ce numéro, il est traçable. Donc, il faut que les gens se rendent compte du patrimoine informationnel que nous sommes en train de collecter auprès de chaque Congolais et de la sensibilité de ces informations et entre les mains de qui nous remettons cela. Il n'y a pas eu de due diligence. Parce que si on avait lancé un appel d'offres, on aurait vu qui est la société, quels sont les actionnaires et à partir de quelle attache étrangère. C'est au-delà, on peut le dire, que les données de la CI.
Donc les données de la CENI, c'était des données biométriques, dont la fuite, on a tout fait pour que ça ne puisse pas sortir, mais là, vous avez les données des Congolais que même l'État n'a pas et qui sont en train d'être collectées et remises entre les mains d'équipe. Donc, ça, c'est juste un aspect. Mais pour ce qui concerne le Wi-Fi gratuit, l'ingénieur a raison. Vous donnez le Wi-Fi gratuit aux étudiants. Pour qu'ils aillent dans quel site? Il y a même quelqu'un qui s'est amusé. On disait ils vont aller dans les sites des dessins animés ou dans les sites de plus de 18 ans. Si le Wi-Fi n'est pas connecté à des ressources livresques qui sont soit dans une bibliothèque de l'université, mais ils vont où? C'est eux, finalement, avec les 3 heures, d'ailleurs, ce n'est pas toute la journée, les 3 heures gratuites d'Internet, qui commencent à faire du militantisme politique en insultant des gens. J'ai vu le gag d'un homme politique qui dit « Pourquoi vous m'insultez ?» Mais il faut qu'il y ait derrière l'accès. Ça, c'est simplement l'accès. Il faut qu'il y ait derrière l'accès des ressources livresques que l'université numérique met en place pour que les étudiants puissent faire leurs travaux. Vous n'avez aucun syllabus aujourd'hui qui est sur Internet. Quand eux, ils ont accès gratuit, ils ont accès gratuit à quelle base de connaissances? Donc les syllabus ne sont pas sur Internet, hein? Non. Non, ils ne le sont Puisqu'ils ne pas. seront plus vendus, Parce qu'ils sont quel sera le couverts sort des étudiants? Ils sont couverts par un droit d'auteur. Ah, oui. Donc on ne peut pas comme ça, je parle moi, je ne vends pas de syllabus, mais quand vous faites une œuvre de l'esprit, vous devez pouvoir gagner quelque chose là-dessus. Mais qui maintenant paye? Est-ce que ce sont les étudiants qui doivent le payer ou c'est certaines universités qui les intègrent? Le gouvernement ne dans le prend pas free des dispositions pour s'occuper c'est des que auteurs qui sont les professeurs c'est l'instruction du chef de Conseil l'État. des ministres. Alors, on termine, messieurs l'ingénieur, dossier RAM, c'est sensible, il en va de l'avenir du pays, des utilisateurs et même de vous aussi, les opérateurs. Qu'est-ce qu'on retient? Oui, déjà, nous, en tant qu'opérateurs, déjà, on se sent aussi, en fait, il s'agit aussi d'une violation, normalement, dans les termes que nous nous sommes mis. Pourquoi? Parce qu'il y a normalement il y a l'activité libérale qui n'est pas respectée, okay? Il y a la concurrence aussi déloyale qui se pose déjà. Pourquoi? Parce que là, maintenant, moi, je veux lancer un service, la personne habilitée à lancer le service n'a pas pu venir. Pourquoi? Parce qu'il a mis des crédits pour être en train de nous localiser, mais ces crédits ont été pris, et puis après, maintenant, l'activité n'a pas été faite. C'est-à-dire que déjà, c'est un manque à gagner pour ma société. Préjudicié. Oui, c'est un manque à gagner pour ma société. C'est-à-dire que j'exige aussi réellement que l'opérateur non seulement me rembourse, mais aussi soit en train de devoir indemniser par rapport à cela aussi, par rapport à ça. Alors, au fait, aussi maintenant, c'est quoi? C'est que la solution RAM, normalement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle n'est pas, premièrement, une priorité. Il y a des priorités dans le Congo, parce qu'on a même dit que non, par rapport au RAM, c'est pour renforcer encore les ressources de l'État. Les ressources de l'État ne viendront pas d'abord des différentes autres personnes. Pourquoi? Parce que le pays a beaucoup de différentes ressources. Je suis allé faire un mois dans un village, j'ai laissé mes villas et tout ça, je vais dans un village et j'ai fait un mois là-bas pour voir comment est-ce que les Congolais sont en train de devoir vivre, pour aussi étudier l'environnement et autres. Quand je rentre comme ça, je vois non, il y a des individus qui circulent avec 245 millions de dollars en main et tout ça. J'ai dit, ah, moi, donnez-moi seulement 1 million de dollars par province et vous verrez comment est-ce que la RDC va rayonner. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de pouvoir être en train de devoir réorganiser la collecte des ressources pour éviter à ce que le citoyen soit en train de devoir souffrir de la manière qu'il est en train de souffrir. Parce qu'aujourd'hui, avec le RAM tel que c'est, sincèrement, que vous passiez en amont ou en aval, ce système, normalement, en tout cas, c'est... Monsieur le professeur, le RAM est-il important aujourd'hui? Bon, ça fait partie de la surveillance générale, mais est-ce une priorité et est-ce qu'il faut prélever cela de cette façon? Je crois que même le Conseil des ministres a déjà répondu à la question. Mais le dernier mot serait peut-être de souhaiter la mise en orbite effective du ministère du numérique, qui est censé jouer un rôle très important dans la transition numérique, dans les nouveaux enjeux de cette économie numérique, parce qu'on a vraiment quitté les PTT, donc les postes téléphones, télécommunications de base, pour aller vers l'Internet et tous les dividendes du numérique derrière. Bonne chance à ce ministère. Merci beaucoup, Julie Sefou. Merci Alain Bouma. Merci à vous, mesdames, messieurs. À bientôt.